Alors maintenant, c'est le docteur Alessian qui va prendre la parole. Le docteur Alessian est psychiatre, psychanalyste. Il est coordonnateur clinique de la Maison des adolescents de Créteil. Et il a aussi énormément travaillé pendant des années à la PJJ. Alors il va nous parler des adolescents. Alors je vous donne le titre. L'imaginaire des adultes est-il en guerre contre les adolescents? Bien, merci. Juste une précision dans mon parcours, peut-être pour faire le lien avec vous, c'est que en fait, le début de mon parcours de psychiatre, c'est faire la Fondation Santé des étudiants de France à la clinique de Sceaux, une époque très dramatique d'ailleurs de cette clinique, mais quand elle est aujourd'hui bien sortie. Mais si je dis ça, c'est parce que la clinique s'est formée dans un premier temps, à propos des adolescents, mais sur les questions relatives à des troubles graves, des troubles de l'humeur, des troubles psychotiques, d'autres troubles dont on ne sait pas s'ils étaient transitoires ou définitifs, addiction et autres questions d'agitation. Et c'est un exercice, une expérience clinique qui m'a mis aussi au contact du projet interdisciplinaire autour des adolescents, c'est-à-dire de travailler avec des enseignants, Rousseau, ou de travailler ensuite à la PJJ avec le monde des éducateurs PJJ. Donc voilà, c'est pour dire que ce dont je vais vous parler maintenant prend quand même source dans une expérience de psychiatre, pas uniquement dans le champ social. C'est d'abord dans la clinique du travail avec les questions relatives aux psychoses, pour garder le pluriel à ce mot, puisque bon, il y a aussi des questions qui se posent si on prend les termes aussi dans le sens anglais ou dans le sens français. Alors, quand on a préparé ce temps de travail pour aujourd'hui, avec Dominique Bartholin, je remercie de cette invitation, Catherine Delmas, il m'est venu effectivement cette préoccupation qui est de plus en plus présente actuellement dans mon travail. Que se passe-t-il entre les adultes et les adolescents? Je ne dis pas les enfants parce qu'on ne peut pas mieux le dire que Tristan vient de le faire. Mais malheureusement, je dois dire que je suis dans la suite de son idée, c'est-à-dire que l'adolescence me semble aussi... Pardon? Non, malheureusement pour le sujet, c'est-à-dire la thématique, c'est-à-dire cette situation où on enlève autant de choses aux enfants, avant même qu'ils aient pu dire... Non, je dis malheureusement par rapport à ce qui constitue, je pense, quelque chose de grave, enfin, sur tout ce que tu as dit, du consumérisme, des lobbies qui viennent se saisir de la vie comme ça, enfin bon. Je pense qu'il y a la même chose, il y a une suite au moment dans le parcours de l'enfance, au moment de l'adolescence. Et il est vrai que depuis quelques années, affleure de plus en plus à mon esprit une hypothèse fondamentale pour moi, une question qui serait peut-être même dans l'anthropologique, que je tente d'ailleurs d'échanger avec certains anthropologues que je rencontre, qui serait, y a-t-il dans l'histoire de l'homme une tentation d'une agression fondamentale sur l'enfant, une agression meurtrière? C'est-à-dire que pour moi, l'hypothèse d'Oedipe, telle qu'elle a été rapportée, je la reprends sur le mythe d'Oedipe, qui est que Oedipe porte la malédiction jetée sur son père. Son père qui avait abusé de l'enfant de son frère qui avait hébergé au moment où il fuyait sa propre patrie, Laïos. Laïos quittait donc sa patrie, il était réfugié chez son frère et il a abusé du fils de son frère. C'est-à-dire que pour moi, l'histoire commence malheureusement avec cette hypothèse qui d'ailleurs m'empêche de comprendre totalement Freud dans Totem et Tabou quand il est question du meurtre du père et de dévorer le père. Vous voyez, je pense qu'il y a un antécédent, je crains de plus en plus qu'on soit sur une histoire qui attaque l'enfant dans sa source de vie, qui le dévore, comme dans le mythe de Chronos, et qui amène effectivement, malgré tout, à ce retournement qu'Oedipe vit
et qui va l'amener à toutes ces transgressions, à son insu, bien sûr. Donc je crains quelque chose comme ça actuellement, qui s'étalerait un peu en tache d'huile, et à travers ce que Tristan nous disait du consumérisme, et de la façon dont il a commencé à parler des médias, c'est-à-dire que la tentation d'afficher l'adolescent dans un certain nombre de situations, que ce soit celle des médias ou celle de nos réflexions, me semble être extrêmement agressive sur son développement, sur ses origines, sur sa famille et sur notre rencontre même avec l'adolescent. Donc j'étais, vous voyez, sur des questions assez pessimistes, dramatiques, et dans les jours qui suivent donc, notre temps de préparation avec Catherine et Dominique Mintrebel, je reçois le Courrier International avec un numéro spécial dont je vais vous montrer une très belle couverture. Tête à clic. Tête à clic, les 16-24 ans, hein, tête à clic. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On fait encore une première page avec les ados. Et là, je dois dire que j'ai été assez surpris parce que ce numéro spécial de Courrier International développe 5-6 pages en centre, sur lequel, pour la première fois, je dois dire, je lis des articles de journalistes et des réflexions des études de sociologues par des recherches épidémiologiques qui montrent le décalage qui existe entre ce qu'on pense de ce que sont nos adolescents d'aujourd'hui et avec une certaine négativité de ce qu'on pense à leur sujet et de ce qu'il en est réellement. C'est ce que je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'on nous dit, et d'ailleurs Philippe Jamais nous le disait aussi souvent toutes ces dernières années, ils vont beaucoup mieux qu'on le dit, qu'on le pense. Donc il faut en revenir aux prismes avec lesquels on travaille, la psychiatrie, l'éducation spécialisée, l'éducation dans les services pénales, maintenant de la PJJ, pour réexplorer, non pas annuler, mais réexplorer ces hypothèses où on pense que l'adolescent est quand même quelqu'un qui perturbateur, une éducatrice qui travaille pas loin d'ici me disait mais les ados ils sont dégueulasses, ils sont sales, pourquoi me dit quelque chose comme ça? Donc elle travaille dans un quartier où là, effectivement, une fréquentation d'adolescents qui se présentent sur ce mode-là. Et je dis, on peut comprendre que vous les voyez comme ça, puisqu'ils le sont, mais il faut penser que ce n'est pas l'adolescence, c'est que là, on a une problématique spéciale. Donc, on est rattrapé par une certaine négativité. Je pense que Tristan en a donné une des clés principales, c'est-à-dire le refoulement de l'amnésie infantile, hein, et voire même un certain nombre d'épisodes de notre propre adolescence qu'on a pu oublier. J'en ai fait encore l'expérience récemment, il y a 3-4 jours, avec mon fils, 16 ans, qui m'attend en bas de mon cabinet, et qui, j'étais pas prévenu, il m'appelle en pleine séance, je vois son nom, je me dis, bon, j'attends, je termine la séance, je l'appelle, il me dit, je suis en bas avec ma copine. Bon, 21h, mardi soir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fous rien, tu me dis que tu vas réussir ton bac, mais qu'est-ce que tu... Bon, j'étais en colère, j'étais désagréable, c'était la fin de journée. Et mon fils qui dit, écoute, calme-toi, je te dis qu'il fait beau, je suis avec ma copine, j'ai 16 ans, je suis dans Paris et je suis content. Voilà. Je crois qu'il fallait que je paye, il fallait que je paye les cafés et les gâteaux qui s'étaient pris aussi avec sa copine. Bon, j'étais pas dans le coup, j'étais pas bon. Oui, donc j'étais rattrapé aussi par cet aspect, probablement mon inquiétude, et puis quand même, depuis avant-hier soir, je me dis, mais attends, mes 16 ans à moi, où est-ce que je les passais? J'étais tous les jours dans Paris, j'habitais la banlieue, avec les copains, on faisait les 400 coups, on rentrait par le dernier train à minuit, lui il me dit qu'il va prendre le métro de 10 heures, bon, voilà, on est pris dans quelque chose. Alors, je voulais vous lire des extraits de ce courrier international, mais je pense que vous avez compris l'esprit de ce qu'il nous est montré. En tout cas, pour dire rapidement, par exemple, que
Les questions relatives aux drogues, à l'alcool et au sexuel sont montrées avec des réalités complètement inverses à celles qu'on pense. Exemple, la sexualité des adolescents qui se répand actuellement chez les professionnels même de l'enfance et de l'adolescence, que la sexualité, c'est-à-dire l'acte sexuel, serait de plus en plus précoce. Voilà. Non. Non, il y a eu une petite variable, peut-être de 5-6 mois, par des études qui ont été faites par les pédiatres, mais pour les garçons, on serait toujours pas loin des 18 ans pour le premier acte sexuel, et pour les filles, peut-être plus près de 17 ans. Les consommations de drogue en Europe, de cannabis par exemple, chez les 12-18 ans, ont été divisées par 4. Là, ça surprend un peu, parce qu'on a l'impression que on est dans un coin qui pose un autre problème. On n'est pas aussi bon que le reste de l'Europe quand même, dans cette région de France. Les violences qui passaient en justice ont été divisées par 4 dans tout le nord de l'Europe. Berlin, Londres, l'Angleterre, la Scandinavie. On est passé de 110 000 actes qui sont passés en justice à 28 000 en Angleterre, en 4 ans, en 4-5 ans. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on croit, qu'on pense et par lesquelles je crois qu'on se trompe. Et pourtant, il y a quand même des questions qui se posent à travers notre imaginaire, puisque c'est de ceux-là dont il faut que je parle. Alors, tu me dis ici. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que il me semble que dans tout ce qu'on dit à propos de l'enfance et de l'adolescence aujourd'hui, et plus particulièrement pour le grand enfant et l'adolescent, il faut peut-être resituer quand même ce qu'est l'adolescence. Et moi, je tiens à dire que l'adolescence existe bien. Même si on est de plus en plus tenté d'analyser l'adolescence à travers les prismes de l'évolution sociale. Et dans le passé, par exemple, dans l'ouvrage de Patrice Sueur, il y a une vingtaine d'années, qui dit que l'adolescence n'existe pas. Moi, je pense qu'elle existe et je vais essayer de dire sur quels critères je m'appuie pour ça. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose qui me vient de plus en plus souvent dans les réunions de travail qu'on a à la maison de l'adolescent. On me dit que les adolescents, qu'on a des jeunes de 10, 12, 13 ans qui sont déjà adolescents. Et en fait, quand j'essaie d'entrer un peu précisément dans ce qu'on me dit de ces personnes, j'entends parler par exemple d'un garçon de 13 ans comme un ado, agité, provocateur, et je dis mais comment il est cet adolescent? Et on me décrit en général un garçon qui n'est pas encore formé, qui n'a peut-être même pas commencé sa puberté, et qui est compris comme un adolescent parce qu'au fond il marque une agitation et une certaine rébellion, une certaine excitation. On nous parle de jeunes filles qui ont une activité sexuelle précoce. Là, pour le coup, ce sont des histoires vraies. Et moi, je suis un peu surpris. Un infirmier, par exemple, me parlait récemment d'une situation où une jeune fille déscolarisée est accompagnée à la maison de l'adolescent par sa mère, et cette jeune fille déscolarisée se confie à l'infirmier en disant qu'elle entretient des relations sexuelles régulières avec un garçon de 19 ans, elle a 12 ans. Donc on reprend cette situation le lendemain, et quand l'infirmier m'en parle, je lui dis mais d'abord comment est cette jeune fille? On décrit une enfant, morphologiquement. Et je dis mais qu'est-ce que vous pensez-vous de cette situation? Comment est-elle entrée dans cette relation sexuelle qui est organisée, qui a lieu à la maison, la maman est là? Il me dit mais la maman est d'accord. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit mais je sais que la maman a même eu cet enfant quand elle avait 16 ans. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui nous écartent de réflexion possible sur l'enfance de cette fille. Et d'abord le fait qu'il y a quand même une loi qui interdit les relations sexuelles entre un garçon de 19 ans et une fille de 12 ans. Et puis le fait aussi que cette fille est
dans une situation où on peut se demander si elle a réellement les moyens du choix, les moyens de la décision, les moyens d'exprimer un désir dans ce sens-là. Donc, je crois qu'en ce qui concerne, il faut passer quand même par cette histoire de l'adolescence qui est d'abord la puberté. Une puberté, elle commence aujourd'hui, nous disent un certain nombre d'études médicales, elle commence un peu plus tôt qu'avant. Par exemple, les caractères sexuels secondaires, comme les bourgeons mammaires chez la fille, apparaissent un peu plus tôt, 8, 9, 10 ans, alors qu'avant c'était 10, 11 autres. Mais il y a quelque chose qui ne change pas, ni chez la fille, ni chez le garçon, c'est l'expression la plus forte de la physiologie pubertaire, c'est-à-dire là où les hormones sont au maximum de ce travail, et le moment où les filles vont avoir leur première règle, il y a peu de changements depuis 40 ans, et le moment où le garçon va avoir sa première éjaculation, il y a peu de changements sur l'âge de la première éjaculation. Donc en fait, si on a un étalement des différentes apparitions, manifestations et clôtures de la physiologie de la puberté, en fait, les moments les plus forts de la puberté ne changent pas d'âge. Mais la puberté, ça ne suffit pas à faire une adolescence, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que quand la puberté est enclenchée, quand on est au plus fort des transformations physiologiques, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans les éprouvés de la fille et du garçon, qui vont apparaître pour la première fois. Ce sont des éprouvés qui n'existaient pas avant chez l'enfant, ou s'ils ont existé, c'est qu'il y a eu un problème. Donc de promiscuité, de climat incestuel, de réalité ou autre, mais il y a l'éprouvé de la petite fille qui devient adolescente, qui sera nouveau, c'est celui de son propre organe sexuel de vagin. Avant, elle pouvait savoir que ça existait, mais pour autant, elle ne pouvait pas avoir d'éprouvé de cet organe-là. Or, au moment où la puberté va passer à un certain cas, il va y avoir des éprouvés nouveaux pour elle. Et puis, il va y avoir la relation, qui va être aussi un temps d'éprouvé particulier. Et chez le garçon, le moment de l'éjaculation n'existe pas non plus en tant qu'éprouvé avant les 15-16 ans. S'il y a un problème, une éjaculation, c'est qu'il y a eu, là, pour le coup, des questions pédiatriques particulières. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'érection, ce garçon. Ça ne veut pas dire que la fille n'avait pas non plus de jeu sexuel dans sa propre histoire, mais il y a des éprouvés nouveaux. Et ces éprouvés nouveaux, ils sont à l'épreuve aussi de ce que le psychisme de chaque enfant, de chacun, va en faire. C'est-à-dire que cet éprouvé nouveau est dû à, au fond, une emprise du corps par la nouvelle situation physiologique. Et psychiquement, l'enfant, là, va commencer son adolescence avec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je suis, que sont toutes ces transformations. Je crois que l'adolescence, c'est ce moment, non pas du début de la puberté jusqu'à la fin, c'est ce moment qui, au moment le plus fort de la puberté, va, par les éprouvés nouveaux, pas que cela, hein, j'en parle en très focalisé là, mais par les éprouvés nouveaux, va faire entrer l'enfant dans l'adolescence avec des questions psychiques nouvelles. Il y a un film qui a fait polémique pour de très mauvaises raisons, je trouve, mais qui est un très très beau film, c'est le film de Keshish, Adèle. Je sais pas si... le premier rêve d'Adèle, dans ce film, c'est la nuit, donc elle est endormie, elle rêve, et elle est dans un acte masturbatoire, dans son sommeil. Elle va être tellement angoissée par ce qu'elle vit qu'elle va se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un éprouvé nouveau qu'elle découvre. Bon, après, il y a toute une histoire. Je pense qu'elle a été très très mal interprétée dans la presse, mais il n'empêche que Keshish montre très bien, je trouve, ces adolescents. Donc, l'enfant, en grandissant, est sous le coup d'une emprise de son corps par des phénomènes nouveaux, et contre cette emprise de son corps, ou avec cette emprise de son corps, il va avoir un développement psychique nouveau.
Alors Tristan nous disait tout à l'heure qu'il y a l'amnésie infantile. Je pense que ce qui va construire vraiment l'adolescence psychiquement, au-delà de ces faits un peu anatomiques, physiologiques dont je vous parle, c'est justement cette amnésie de la sexualité infantile et même de la névrose infantile, de la vieille relation de l'enfant avec papa et maman. Ma mère est une reine, mon père est un roi, c'est le plus fort, c'est le champion. 14-15 ans, ça devient un connard ou elle devient une pute. Et si c'est pas le père ou la mère, c'est la belle-mère ou le beau-père ou le conjoint ou le concubin. Et je pense pour ça que la problématique oedipienne n'a pas vraiment évolué. Elle est déplacée, morcelée sur plusieurs images, et je ne pense pas que la problématique oedipienne ce soit, enfin j'espère que je rejoins aussi bien sûr là Tristan sur ce qu'il nous en a dit, c'est-à-dire que la problématique oedipienne, bien que j'ai commencé par dire attention, c'est une problématique d'abord transgénérationnelle, elle est bien sûr dans le développement psychique, et elle redéfinit complètement les relations. Donc, on a aujourd'hui des adolescents qui vivent ces changements-là comme nous avons eu à les vivre, sauf que nous n'étions pas dans une société qui avait libéré le sexuel comme on l'a libéré pour eux. La place de la femme a complètement changé, mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Il y a cette société consumériste, néo-capitaliste, libérale, qui pose vraiment des questions assez dramatiques. Et qui se saisit de tout cela, et le consumérisme, donc, qui va poser un certain nombre de problèmes. Bon. Donc, je pense que l'adolescence existe. Sur ces 18-24 mois un peu particuliers d'existence, même si, un peu plus tard, on va dire qu'un garçon de 20 ans qui vit à la maison est adolescent, ce que je ne crois pas non plus. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans notre imaginaire, quand on enlève de l'enfance en disant d'un enfant de 10-12 ans qu'il est un pré-ado ou un ado, je pense qu'on l'attaque. Et que quand on dit d'un garçon de 20 ans ou d'une fille de 20 ans qu'elle est ado, je pense qu'on enlève quelque chose aussi de l'adolescence. C'est-à-dire qu'on tend à étouffer ce qui est quand même la métamorphose la plus spectaculaire du développement dans quelque chose qui ne serait pas si important que ça. Oui. On enlève de l'enfance, on enlève de l'adolescence, et on s'attaque, je pense, de différentes manières à un épanouissement plus tranquille et plus heureux de l'enfant. Donc maintenant, je vais céder la parole à la dame de Maxime, qui est donc magistrat, qui est ancienne présidente du tribunal pour enfants de Nanterre, et qui va nous parler justement du juge et de l'imaginaire. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité ici. Je suis un petit peu intimidée parce que je vais parler d'un domaine dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui m'a posé quelques difficultés d'ailleurs. De quelle façon j'allais pouvoir traiter de l'imaginaire dans le cabinet des juges d'enfants. J'ai été pendant 22 ans à juge des enfants, avec d'autres fonctions, mais celle-là est quand même ma véritable identité professionnelle. Et j'avais essayé de travailler un petit peu sous l'angle de la psychanalyse, mais non. Enfin, les concepts lacaniens, je ne les possède pas assez. Et j'ai préféré finalement en rester à mon domaine professionnel, à ma logique et mon cadre professionnel. Alors, simplement, moi aussi, je suis allée un petit peu regarder les définitions. C'est pas évident, d'ailleurs, de trouver une définition assez satisfaisante de l'imaginaire. Moi, j'en retiendrai une qui finalement me parle par rapport à ce que j'ai pu travailler sur la question. C'est celle de, juste un petit bout d'une... J'aime pas toujours, d'ailleurs, sortir du texte les définitions, mais un petit bout de Sartre, dans l'imaginaire. C'est tout imaginaire paraît sur fond de monde, dit-il, entre guillemets, mais réciproquement
toute appréhension du réel comme monde implique un dépassement caché de l'imaginaire. En fait, c'est un petit peu ça, je crois. Je voudrais essayer de vous faire passer dans ce qui se passe avec le juge. Alors, on va s'interroger sur plusieurs questions relatives à la justice et plus spécifiquement de la justice des mineurs. Tout d'abord, et je reviendrai surtout finalement avec pas mal d'exemples, parce que je crois que c'est ça qui parle le plus. Quelles images, quelles représentations, d'ailleurs c'est plutôt en termes de représentation qu'on peut parler, des juges ont les personnes qui ont affaire avec la justice. Plus précisément, quelles représentations ab initio en ont les personnes chargées de concourir à la justice, ou bien qui sont en relation avec le juge. Les représentations des justiciables sont-elles sensiblement les mêmes? Comment se combine-t-elle cette image avec la symbolique de la fonction du juge? Comment, si cette image ne correspond pas à la réalité, l'action du juge peut-elle quand même avoir un sens, une portée? Ou plutôt, l'imaginaire n'est-il pas une condition essentielle pour que la fonction du juge soit rattachée au symbolique et puisse prendre sens? Alors, j'essaierai, si j'ai le temps, de rapidement vous parler de l'autre aspect auquel j'ai pensé de l'imaginaire, mais cette fois de l'imaginaire du juge des enfants vers l'enfant et vers l'univers des familles. Alors, premièrement, on est juriste, on y va par les plans toujours, on ne peut pas s'en passer. Alors, l'imaginaire des personnes qui concourent à la justice, et notamment qui travaillent dans les institutions, qui ont affaire avec le juge des enfants. Alors, je vais commencer par une anecdote. Bon, quand j'ai commencé à réfléchir, on y a quand même un peu parlé avec différentes personnes, dont une éducatrice, qui me dit « Oh, ben moi, j'ai vraiment en tête quelque chose. » C'est un pédopsychiatre de soins intensifs très pointu, et qui s'adresse à elle au sujet d'une famille qu'elle suivait en assistance éducative, protection de l'enfance. Il lui dit, voilà, il faut que ça soit un juge, vraiment juge, un homme avec la robe et l'air sévère. Ça voulait dire quoi? Figure d'autorité, image du père, fonction paternelle, interdictrice et sévère. Je traduis. Pour les justiciables, je continue à reprendre ça, les justiciables. Je repense à une anecdote du début de ma carrière. Donc j'étais une jeune femme et une petite fille avait demandé, une petite fille placée, avait demandé à ses éducatrices, ou du moins peut-être éducatrice avait initié ça, je voudrais parler au juge des enfants. Toute seule. Voilà. Je la reçois et elle me parle, elle me parle de son placement, de ses parents, enfin je ne dis plus les détails. Très bien, assez longtemps. Alors je dis ben merci, voilà, tu n'as plus rien à dire. Bon, ben quand est-ce que je vais voir le juge maintenant? Alors l'hypothèse, c'était quoi? Est-ce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer le juge dans une femme qui l'écoutait attentivement, mais qui n'avait pas sa robe, qui n'avait pas l'air sévère? Ou alors, bon, là on ne va pas faire de la psychanalyse sauvage, mais peut-être qu'elle en avait trop dit et qu'au fond c'était peut-être pas tout ça qu'elle voulait dire au juge. Je n'y ai pas pensé sur le moment en tout cas. Donc, que faire effectivement quand on est une femme, au début de carrière ou même après, pour que l'écart entre l'imaginaire et puis la réalité n'empêche pas ça de fonctionner? Alors, autre exemple, souvent, cette fois, les pères d'origine maghrébine. Alors, votre honneur, ça peut être de sexe, c'est le feuilleton américain. Mais, monsieur le juge, beaucoup, monsieur le juge. Alors, il y a des gamins, c'est pas monsieur, c'est madame. Non. Moi, je laissais faire. Je laissais faire parce que, pour moi, je pense que c'était une façon, pour eux, de me signifier que j'étais vraiment le juge et qu'ils me reconnaissaient dans cette fonction. Ils n'étaient pas dupes que j'étais une femme. Mais, quelque part, ils gardaient les codes, quoi. Et sa représentation. Mais
j'ai envie d'aller un petit peu plus loin pour un petit peu ouvrir la réflexion à votre sagacité. Je n'ai pas pour le moment de réponse. Mais entre-temps, les appellations ont changé. La sémantique a changé. J'ai commencé, alors quand on a une carrière longue derrière soi, on a l'histoire, on en a au moins ça. Alors que j'ai commencé, on était juge au masculin. On était président et pas présidente. Madame le juge, et pas madame la juge. Ça a changé ça. Du moins, ça devrait. Alors, je me dis, est-ce que petit à petit, le changement de sémantique ne va-t-il pas modifier l'imaginaire? Et plus loin, les femmes vont-elles être peu à peu, elles le sont déjà un petit peu, investies imaginairement d'une fonction d'autorité, voire, alors là, je m'avance, peut-être je m'avance, tant pis, d'une fonction paternelle. Voilà, c'est très intéressant parce qu'hier, j'étais à la signature d'un livre d'une de mes amies psychanalystes, qui s'appelle Marie-Laure Susini, qui vient de sortir un livre qui s'appelle La Mutante, où précisément elle se pose toutes ces questions de nouveaux rôles des femmes dans les fonctions d'autorité. Bon, alors, j'ai donc balayé tout ça. Alors, maintenant, une autre question que je voudrais vous livrer, c'est à l'imaginaire de la personne du juge, va se greffer l'imaginaire sur la loi que le juge doit rendre effective, doit faire appliquer, doit interpréter. Là aussi, deux exemples. L'éducateur qui va demander au juge de faire un rappel à la loi. Par exemple, quand le jeune va rentrer tard au foyer, contrairement au règlement. Ça m'est arrivé aussi en début de carrière. J'ai cédé une fois et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai réfléchi et j'ai fait passer le message que le juge, pour que son rappel, entre guillemets, à la loi, plutôt son édiction de la loi, soit effective, ait une portée, il faut qu'il soit dans son rôle et dans son cadre. Quand il rappelle la loi, le règlement d'un foyer, il n'est pas dans son cadre. S'il y a lieu de modifier le placement, par exemple, demander de l'enlever, ou qu'il y a une infraction à la loi pénale, alors là, oui, on le saisit, fait une audience, la procédure, etc. Mais sinon, non. Il est dans l'imaginaire de l'éducateur, point. Il y a aussi, pareil, avec les psychiatres et les psychologues, qui pensent que le juge va pouvoir intervenir pour ramener de la loi, ramener de la loi, ramener de l'ordre dans les familles très déstructurées, où il n'y a plus de marquage des générations, de compétences, et que la loi du juge va faire fonction de loi canonique. Alors bon, je pense qu'effectivement, c'est une des fonctions du juge des enfants, de pouvoir avoir une intervention de tiers qui va pouvoir ramener de l'ordre, ou en tout cas énoncer le désordre. Mais pas dans n'importe quelle condition. J'ai eu affaire à ça lors d'un dossier où une jeune fille, on suspectait, je suis obligée d'aller assez vite, on suspectait qu'il y avait un inceste, mais elle ne le disait pas vraiment, du moins elle ne le disait plus. Et le père était quelqu'un qui intimidait beaucoup les gens. Mais on a réussi, avec les éducateurs, à lui faire accepter un placement, parce qu'il voyageait beaucoup, etc. Bref. Et au foyer, au bout de quelques temps, les éducateurs me disent elle veut s'en aller parce qu'elle veut aller tous les week-ends chez son père, ce qui n'était pas le cas. Et ça ne tiendra pas si elle n'y va pas. Mais me disent-ils, on était allé faire une visite à l'appartement, et il y a le père, le fils, et il n'y a que deux.
Donc je fais une audience, j'organise une audience pour déterminer les droits de visite et d'hébergement. Et je dis, en prenant le rapport éducatif, eh bien elle pourra rentrer le week-end, mais à condition qu'il y ait autant de lits que de personnes dans la maison. Le lendemain, elle s'effondrait au foyer et elle disait que son père la violait à chaque fois qu'elle rentrait chez elle. Donc ça, dans un lieu ritualisé, avait été énoncée effectivement la loi interdictrice maximum, et dans un lieu ritualisé et où il y avait la possibilité de la faire respecter. Voilà. Alors, en fait, pourquoi le juge... Alors, je reviens sur cette position tierce parce que la loi de 2007 ne l'a pas complètement nié et c'est pas seulement le juge, c'est pas quelqu'un qui va intervenir, comme le dit la loi, mais pas seulement, elle dit autre chose. Elle dit autre chose, mais on l'a dit, on n'écoute pas. On n'est pas seulement là quand les parents ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur propose. C'est pas ça. Le juge, il est là justement parce que dans des cas extrêmement graves, il faut que ce soit quelqu'un de tiers qui puisse intervenir et qui cette fonction lui soit donnée, reconnue par la Constitution, c'est le cas du juge, qui est un organe de l'État qui va juger au nom du peuple français. Ces décisions peuvent être exécutées par la force publique. Et c'est pour ça qu'il peut avoir ce rôle de tiers. Mais, j'en reviens à l'imaginaire, il ne faut pas que je quitte mon film, c'est pas pour ça que le juge est dans la toute-puissance. Le rôle autoritaire possible du juge, c'est pas la toute-puissance. Et le juge, il est arrêté dans une tentation de toute-puissance qu'il pourra avoir, d'abord par sa formation. À l'école de la magistrature, c'est quand même dans ce sens que la formation est faite. Vous n'abuserez pas de votre pouvoir, vous êtes au service du peuple. Et puis par la loi, et notamment la procédure, qui encadre strictement la prise de décision et ses effets. Le respect du contradictoire, c'est-à-dire organiser une audience, entendre les justiciables, avoir la présence d'un avocat possible, décider de façon écrite et motivée, accepter, en tout cas de toute façon, pas pouvoir faire autrement que ces décisions puissent être frappées d'appel. Mais en plus, le juge des enfants a quelque chose de plus qui peut faire, qui alors là, à tous les coups, je pense, rapidement, fait sortir de l'imaginaire de toute puissance les familles, c'est que la loi lui prescrit, le Code civil, de toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille, d'ailleurs pas le parent, la famille, à la mesure envisagée. Ça veut dire que le juge va aller vers cette famille, va entrer en relation et essayer, en faisant œuvre de justice, de quasiment aboutir à une codécision dans le meilleur des cas. Ce qui est différent de l'accord. C'est une co-construction. Bien. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Oui, encore une chose aussi. Pareil sur l'imaginaire par rapport à l'acte. Alors là, c'est dans la justice pénale. Parce que ça, le juge des enfants, il protège l'enfant en danger et il juge les mineurs qui ont commis un délit, ou un crime, enfin ça. Parlons du délit là. Il est là aussi pour faire sortir le mineur de... Alors lui, c'est au contraire le refus d'imaginer son acte. Et la procédure notamment, alors il y a l'audience bien évidemment, l'audience de jugement, mais il y a même la procédure de ce qu'on appelle la mise en examen, c'est-à-dire que quand il arrive devant nous, il peut se taire. On lui dit, c'est la loi lui permet de ne rien dire et d'attendre d'être convoqué. Mais s'il dit, il peut s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Et j'ai en tête, là aussi encore un exemple,
un jeune qui avait volé à l'arraché un téléphone portable. Alors je lui demande s'il a à me dire des choses. Moi je reconnais les faits. Et ça veut dire quoi, reconnaître les faits? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien alors, c'est sûr que c'est vrai. J'ai vu le portable, j'ai suivi le portable, et j'ai pris le portable. Donc à ce moment-là, je lui demande qui avait-il au bout du portable. Et tout d'un coup, là, on peut travailler sur l'acte. Et non plus le laisser complètement occulté sur quelque chose de général, où il n'y aura pas de victime, d'ailleurs, et pas d'agression. Donc, je ne sais pas si j'ai encore le temps de juste... ouais. Alors, en dernière partie, quand même, il faut se demander, le juge d'enfant, il a aussi un imaginaire, qui n'est pas forcément celui de la société en général, et je raccroche à ce qu'on vient de dire. Je pense que l'imaginaire des juges des enfants sur les adolescents et les enfants n'est pas le même que celui de la société en général dont on vient de parler. Le juge des enfants, il sait qui juge des enfants. Et d'ailleurs, on a essayé de l'appeler juge de la jeunesse, juge des mineurs. Et dans l'ensemble, on s'est toujours opposé à ça. On reste juge des enfants, ça reste tribunal d'enfants. La loi actuelle qui permet de juger les mineurs tribunal, les jeunes de 16 à 18 ans parfois, devant le tribunal correctionnel, mais qui comporte quand même la présence du juge des enfants, tous les tribunaux se sont organisés pour qu'il y ait 2 juges des enfants et un président. Donc en fait, on minimisait la portée de cette justice pour adultes. Donc ça veut dire qu'on tient vraiment à cette idée qu'on a devant nous un enfant. On allait même plus loin dans le concept de l'adolescence par la protection jeune majeur, entre 18 et 21 ans, qui malheureusement s'est réduite en peau de chagrin du fait de l'absence de crédit qui nous était donné aux services qui travaillaient avec le juge. Et la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance des jeunes majeurs n'a plus rien à voir avec la prise en charge judiciaire qui partait du principe que le jeune qui avait encore besoin de protection n'était pas un adulte et ne pouvait pas répondre immédiatement de façon positive à tous les contrats entre guillemets qu'on lui posait. Dernière question que je vais malheureusement balayer rapidement, mais que je vous livre parce que j'y tiens. L'imaginaire du juge peut être aussi très désorienté, j'ai envie de dire, par la présence devant lui de familles venant d'une culture différente et qui vont d'ailleurs parfois lui donner des indications qui ne correspondent pas à la réalité. Et on va commencer à converger là-dessus. Il y a un moyen de pouvoir effectivement rentrer autrement en communication avec ces familles, et que j'avais mis au point avec Thierry Laranger, qui est actuellement président du tribunal pour enfants de Paris, au tribunal pour enfants de Paris, qui quand même s'est un peu développé, qui est l'intermédiation culturelle. On faisait venir un anthropologue, ethnologue, psychologue, de la même origine culturelle, ou pas d'ailleurs maintenant, on change un petit peu, de la famille qui faisait le lien entre nous et cette famille et nous. Et donc les représentations pouvaient se discuter et s'élaborer. On se rendait compte d'ailleurs que là aussi l'imaginaire des familles sur nous, les représentations, n'étaient pas forcément les mêmes que celles des familles nées en France, qui n'ont d'ailleurs pas forcément non plus les mêmes représentations du juge. Voilà, c'est quelque chose, j'ai un petit peu balayé, c'est un petit peu superficiel, mais j'ai pris ce parti de vous livrer tout ça pour que vous puissiez développer, si vous vouliez. Bonjour, merci, non seulement vous avez d'ailleurs fait longuement et bien mieux que moi, aux personnes qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Merci aux personnes de l'assistance qui sont encore là. Et donc il sera question
de l'imaginaire chez les soignants, peut-être dire l'imaginaire soignant, avec la question évidemment des pratiques institutionnelles. Deux invités avec nous, on va lancer d'emblée la discussion. Je ne suis pas certain d'ailleurs que le format d'une table avec des personnes en réunion convienne le mieux pour l'échange. On essaiera justement de faire en sorte que, puisqu'on va parler de circulation et de liberté de circulation, la parole puisse également circuler de manière aussi fluide que possible. Bernard Senab interviendra en premier. Je rappelle qu'il a été directeur du Courtide, cette institution accueillant des enfants autistes, psychotiques, ou présentant, comme on le dit de plus en plus aujourd'hui, les troubles envahissants du développement, c'est une pathologie contemporaine ou postmoderne de notre époque néolibérale, on y reviendra certainement, et donc où cette modalité d'accueil, justement, de cet accueil, pas seulement au sens diagnostique, mais au sens précisément de la fonction soignante, je pense qu'on y reviendra, a été particulièrement cultivée. Et Christophe Dufonbardet, qui est psychiatre à la clinique de la Borde à Courcheverny depuis maintenant une dizaine d'années, évoquera également cette question, cette problématique de l'imaginaire au sein de son activité et la manière effectivement de travailler la question de l'accueil et la question de travailler la question du transfert qui, comme vous le savez, est ô combien spécifique chez le psychotique. Et donc c'est toutes ces questions qui vont être déployées là. Concernant ces problématiques de l'imaginaire, elle a en tous les cas été quelque peu attisée par les cinéastes, que ce soit pour l'institution dont le psychanalyste international a été responsable pendant longtemps, puisque comme vous le savez, en janvier de cette année, a été projeté sur les écrans de Salles Obscures ce très beau film de Mariana Otero, À ciel ouvert. Et d'autre part, je ne citerai pas les multiples films longs ou courts métrages qui ont eu la Borde comme objet, mais le plus célèbre d'entre tous, c'est certainement celui qui a été tourné maintenant près d'une vingtaine d'années par Nicolas Philibert et qui s'appelle La moindre des choses. Donc cette question de l'imaginaire n'est pas seulement celui des soignants, mais il y a également l'imaginaire, on va dire, social, artistique, culturel, politique, qui entre évidemment en jeu pour illustrer les pratiques soignantes et institutionnelles. Et enfin, ça je pense que, bien entendu, Christophe le fera, alors que Jean-Henri nous a quittés le 15 mai dernier, hommage lui sera rendu lors de cette table ronde, bien entendu, consacrée à la psychothérapie institutionnelle qui est de notre temps. Et pour parler de ça, justement, de psychothérapie institutionnelle, qui, comme tu l'as écrit dans ton argumentaire, sort par la porte mais peut rentrer par la fenêtre, ça pose toute la question de la transmission de cet héritage si fragile et si subtil à certains égards. Je laisse la parole maintenant à Bernard Senab. Juste pour rebondir ce que vous avez pu dire tout à l'heure, en fait, je pense actuellement, les études montraient que 60% des enfants étaient relevés de la sphère autistique. Je pense que très bientôt nous serons tous. Moi, je me suis peut-être déjà un peu. Oui, alors on m'a demandé juste une petite chose aussi que je voudrais reprendre, qui a été dite par Martine de Maximi, juste un bout de phrase qu'elle a dit et qui m'a touché, en fait, qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai été le directeur de Courtide pendant 34 ans. Elle a fait une nuance, et je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, elle a fait une différence entre le règlement, la réglementation et la loi. Et je pense que c'est juste, ça je la cite, parce que il me semble que derrière ça se situe toute une éthique, si vous voulez, que je respecte et que j'apprécie beaucoup. Alors on m'a demandé de vous expliquer quelle était la place que nous faisions pour Courtide à l'imaginaire. C'est une colle, parce que je réfléchis longtemps, je
torturé à essayer de savoir comment j'allais prendre, par quel bout j'allais prendre cette question. Et je vais vous dire que, donc, je ne sais plus lequel du docteur Tristan Garcia-Fons ou de Patrick Alessian a pu dire qu'à la fin de l'enseignement de Lacan considérait l'imaginaire comme ce qui pouvait nouer les trois registres de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Mais peut-être je vais prendre les choses justement par ce bout-là. Et donc, pour introduire mon sujet, pour lequel j'ai donné un titre, le monde des êtres parlants est fait à l'image de leur corps. Et bien, pour introduire ce sujet, je voudrais commencer par vous lire une citation de Lacan. Une citation sur laquelle je vais m'appuyer pour développer mon intervention. Alors, voici cette citation. Il dit ça en 1975 à Genève. Il dit ceci: si l'homme, cela paraît une banalité de le dire, si l'homme donc n'avait pas ce que l'on appelle un corps, je ne veux pas dire qu'il ne penserait pas, car cela va de soi, mais il ne penserait pas profondément capté, il ne serait pas profondément capté par l'image de son corps. L'homme, c'est ça qui est important, l'homme est capté par l'image de son corps. Et ce point explique beaucoup de choses. Et d'abord, le privilège qu'a pour lui cette image. Son monde, si tant est que ce monde ait un sens, son nouvelle, ce qu'il y a autour de lui, il le corporéifie. Il le fait chose à l'image de son corps. Donc, cette remarque de Lacan, pour nous, pour moi qui suis psychanalyste et pour nous qui travaillons en institution, est très éclairante. Et elle nous indique que les êtres humains, c'est-à-dire les êtres parlants, et par l'être, disait Lacan, se font une idée du monde qui les entoure à l'image de leur corps. Lacan nous indique que les hommes, du fait de la fascination qu'ils ont pour l'image de leur propre corps, construisent leur univers à son image. Et puisque l'image que l'on se fait du monde, que l'on se fait du monde dépend de l'image que nous avons de notre corps, j'ai donc pris le parti de prendre le problème par le corps pour aborder la problématique de l'imaginaire. Donc cette image dépendra de la façon dont on a un corps, de la façon dont on se fait un corps, de la façon dont chacun incorporera le monde. Incorporer, c'est-à-dire dévorer son monde. La même chose à l'extrême, par ce bout-là. Je me suis donc posé la question de savoir comment l'homme incorpore-t-il son monde. Alors, dans cette opération, vous voyez, je reviens à ce que je vous disais en commençant, vont se nouer le corps, son image et le langage. Partons de la façon dont le langage va être incorporé par le petit homme. En fait, il faut considérer le langage, ce qui n'existe pas dans le règne animal, le langage comme un organe supplémentaire dont sont dotés les êtres humains, comme de la vue ou de l'ouïe. Et il n'est jamais évident que cet organe du langage soit incorporé sans difficulté chez le petit homme. L'incorporation du langage est toujours traumatique. Lacan parlera d'ailleurs de traumatisme. On pourrait comparer, d'ailleurs, je vais faire une métaphore, on pourrait comparer l'incorporation du langage chez l'homme à la métaphore de la percussion de la Terre par une météorite. La Terre, c'est le corps, la météorite, c'est le langage. La météorite du langage percute le corps de l'homme, qui l'incorpore. Puis en percutant le corps, le langage marque le corps. Il y laisse des traces. Lors de cette percussion, un morceau de corps est arraché et produit un trou. Cette percussion, cette incorporation du langage ne se fait pas sans perte. La percussion fait trou dans le corps. Dans le cas de la névrose, elle a pour conséquence que l'homme perd un bout de corps
Et le léprosé passe sa vie à tenter de récupérer ce bout perdu pour compléter les trous du corps. Cette perte est due à l'entrée du petit homme dans le langage, et provoque donc cette trace, cette cicatrice. C'est ce qui est à l'origine du désir. Du fait même que les êtres parlants sont amenés à devoir incorporer le langage, ils ont affaire avec une marque, avec un manque, si vous voulez, qui est de structure. Et ils seront toute leur vie à la recherche de ce petit bout perdu dès l'origine par l'entrée dans le langage, sans jamais le retrouver. Ils le cherchent dans leur univers. Ils seront de toute façon toujours insatisfaits, dans la mesure où les objets qui brillent dans le monde pour lui ne remplaceront jamais ce qui a été perdu à l'origine. Il faut prendre le mot objet dans ce sens très large. Et c'est dans cette quête sans espoir de retrouver cet objet perdu que les êtres parlants vont investir le monde constitué des objets. C'est de cette façon qu'ils inventent leur univers. La clinique nous indique que l'incorporation du monde ne se fait que par les trous du corps d'ailleurs. L'image qu'ils auront du monde dépendra de la manière dont les humains incorporeront, investiront les objets du monde qui pourraient faire bouchon aux trous de leur corps. Mais ils pourront investir le monde, entrer dans le langage et faire donc lien social, qu'à la condition de consentir à cette perte initiale. Dans la névrose, par exemple, ce bout de corps perdu passe par un manque réel, à un manque symbolique. L'objet perdu passe dans les règles du langage. Le petit homme ne pourra construire son univers et s'en faire une image qu'à la condition de faire passer cet objet dans la parole, de faire passer le manque au symbolique et être introduit à la dimension du désir. C'est aussi une manière d'expliquer l'origine du capitalisme d'ailleurs. Dans le cas de la psychose, eh bien, ce petit bout de corps, cet objet, le sujet ne l'a pas perdu. Si dans la névrose, le sujet recherche désespérément cet objet dans le monde, dans le cas de la psychose, cet objet, le sujet l'a dans la poche. C'est ce que dit Lacan. Et c'est la raison pour laquelle le sujet psychotique a l'idée que le monde convoite son objet. C'est le monde qui le persécute. Si le langage donc, est cette météorite qui vient percuter le corps et qui lui arrache un bout de corps, il faut donc souligner que le langage chez l'homme a partie liée avec les trous du corps, et que l'objet dont on parle est ce bout de corps perdu, et tout aussi bien le bouchon, par exemple le sein, qui pourrait venir combler, obturer les trous du corps. À cet égard, tous les trous du corps sont des endroits du corps particulièrement sensibles, érotisés, qui attendent l'objet qui pourrait venir les combler. Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi les bords de tous les trous du corps sont des zones érogènes. Le sein, par exemple, est un objet qui vient combler le trou qui constitue la bouche. Vous voyez que le problème de tous les êtres parlants se situe dans ce nouage du corps et du langage. Pour que le petit homme investisse le monde, il est nécessaire qu'il consente à avoir un corps décomplété, un corps troué, et de faire passer l'objet manquant dans le registre symbolique. Et l'image qui se fera du monde, eh bien, dépendra de la brillance de ces objets qui peuplent son univers. C'est la seule manière d'entrer dans le lien social. Les bords des trous du corps sont donc évidemment des zones d'échange avec le monde. C'est extrêmement important pour ceux qui ont une pratique avec les enfants autistes.
Toutes les mamans font l'expérience d'ailleurs. Ces remarques sont de la plus haute importance parce qu'elles doivent nous permettre de nous éclairer quant à la place que nous pouvons occuper dans le travail avec les enfants que nous accueillons en institution. Au fond, pour prendre les choses autrement, d'un point de vue strictement topologique, pour qu'il y ait un trou, eh bien il faut qu'il y ait un bord. Inversement, c'est le bord qui fait le trou. Dire qu'il n'y a pas de trou, c'est aussi dire qu'il n'y a pas de bord délimitant ce trou. Or, le trou du corps est ainsi bordé par le corps. Donc logiquement, se situe, j'allais dire, d'un point de vue strictement mathématique, c'est assez simple. Logiquement, le corps est un bord. Un bord qui ouvre l'espace d'un trou. Un bord qui constitue une zone d'échange avec les objets qui sont dans le monde. Par conséquent, pour qu'un homme ait un corps, pour qu'il puisse se faire un corps, avoir un corps, il faut qu'il incorpore le langage. Le corps est donc le bord du trou produit par la percussion du langage et du corps. L'autiste a refusé de se laisser trouer par le traumatisme du langage. L'autiste a un corps qui n'est pas troué. C'est ainsi que le sujet autiste se retrouve avec un objet réel en trop. Il fait couple avec un objet en particulier, un objet qui est érotisé et qui est considéré comme condensateur de jouissance. Un objet qui le complémente et qui, de ce fait, lui évite d'investir les objets du monde. Il n'a pas à investir les objets du monde. Il y a différentes modalités de faire couple avec un objet. Et le sujet autiste invente toutes sortes de modalités pour rattacher cet objet, cet organe supplémentaire, à son corps. Moi, l'expérience d'un enfant autiste qui ne pouvait s'endormir qu'avec un steak congelé sous son oreiller. Mais dans certaines conditions, tout de même, il peut investir d'autres objets. Des objets qui ont une autre nature que cet objet couple. C'est sa chance, ça. Des objets qui ne sont pas des objets couple. S'il consent, et il faut ce consentement, on peut faire tout ce qu'on veut, il faut aussi ce consentement, il y a le transfert, mais il y a aussi le consentement du sujet à ce transfert. S'il y consent, alors il fait un pas de géant, parce qu'il se met alors à investir le monde. Je voudrais vous présenter Émilie. Il me semble que le travail qu'a fait cette jeune fille pendant son parcours au Courtine peut nous éclairer précisément sur la place qu'a prise pour elle la dimension de l'imaginaire dans la construction de son univers. Le corps est du domaine de l'avoir. Ça me paraît peut-être pas évident. On a un corps, on n'est pas un corps. Dans certains cas, la perception du corps propre comme unité imaginaire séparée de l'univers, séparée de l'autre, n'est pas acquise ou mal acquise. La relation au corps est alors bizarre. Le corps est perçu comme étrange, voire étranger. Le corps peut alors apparaître comme un amas d'organes, fragmentés, avec des sensations et des perceptions désorganisées, sans unité. C'est le corps sans corps, dont peuvent témoigner certains enfants autistes. Je garderai un souvenir indélébile de ma première rencontre avec cette petite demoiselle, que j'appellerai Émilie. Elle avait 8 ans. Lorsqu'elle a été présentée par les infirmières de l'hôpital de Joux, elle devait passer les premières années de socialisation. Et où elle avait fait, et où le personnel avait fait un travail remarquable. C'est elle qui s'est adressée à moi, avec cette familiarité suspecte, vous voyez, qu'on rencontre parfois chez ces jeunes enfants, ces jeunes sujets qui autistes, en me saluant d'un bonjour, comme si elle me connaissait depuis toujours. Étonné par cet élan, vers moi, je lui répondis en lui demandant comment elle s'appelait. Émilie, répondit-elle, je suis autiste. Je lui demandai alors ce que c'était que d'être autiste. Elle m'invita à m'approcher, je me baissai, et elle me chuchota à l'oreille, je fais caca partout. Et, associant le geste à la parole,
J'en mets partout sur les murs. Nous avons accueilli cette jeune enfant pour qui elle est restée une dizaine d'années dans notre institution. Cet enfant présentait une difficulté majeure à se constituer un moi, c'est-à-dire une image de son corps. En fait, elle n'avait pas de corps. Il me semble qu'elle était plutôt un sac d'organes, ainsi était-on en droit de s'interroger sur la substance qui s'échappait de son corps et dont elle jouissait. Était-ce un bout d'elle-même? Ce n'était manifestement pas un déchet. Elle conservait par conséquent précieusement ses excréments. Elle devait avoir une image bizarre de son corps. Que voyait-elle dans le miroir? En fait, elle ne devait pas avoir une image, elle ne devait pas avoir un moi comme vous et moi, un moi qui se mesure à l'aune d'une image idéalisée que nous nous faisons de notre corps de façon narcissique. Émilie avait du mal à se représenter son corps. Pour constituer l'image de son corps, il faut pouvoir en limiter le bord, soit la surface. Or, Émilie n'y parvenait pas spontanément. Ce qu'elle venait donc faire dans notre institution, c'était de trouver les moyens de se faire un corps, à réaliser autrement que par un protocole qui aurait constitué, par exemple, lui apprendre la propreté, en la récompensant lorsqu'elle aurait été propre. Nous n'avons jamais exigé d'elle qu'elle cède cet objet anal qu'elle gardait consciencieusement. Nous n'avons pas voulu pratiquer une méthode éducative. Nous avons choisi une toute autre voie, centrée sur l'objet. Nous avons accueilli son symptôme. Certes, les débuts n'ont pas été faciles pour le personnel de l'institution. Durant les premiers mois, nous retrouvions ces excréments dans des sachets en plastique qu'Émilie stockait sous son lit. Que s'est-il passé alors pour que se produise un phénomène nouveau? Je vais vous le dire à la fin de mon texte. Un jour, on est venu me demander d'aller voir sa chambre, ce que je ne faisais jamais, mais l'insistance était telle que je me suis cru obligé d'y aller. On avait quelque chose à me montrer. En entrant dans la chambre, je fus stupéfait et émerveillé devant une extraordinaire réalisation picturale. C'était saisissant. Émilie avait arraché dans son cahier à colorier la silhouette qu'on dispose à droite de son modèle et qui attend d'être coloriée. Elle avait collé la page à colorier sur le mur et s'était mise au travail. Elle s'était aperçue que le genou du personnage assis pouvait tout aussi bien faire office de lobe de l'oreille à l'autre personnage. Elle avait entrepris ainsi de peindre ce personnage qui était évidemment beaucoup plus grand que la page. Son travail débordait sensiblement la feuille collée sur le mur. Il en résultait, selon ce principe, une magnifique fresque de personnages enchevêtrés qui recouvrait une grande partie des murs de sa chambre à sa hauteur, fenêtre comprise. Son travail n'était pas encore achevé lorsque je fus appelé. Je pense pouvoir dire qu'il s'agissait d'une œuvre d'art. En tout cas pour moi, pas nécessairement pour elle, car la question esthétique ne comptait probablement pas pour elle. Ce qui lui importait, c'était la précision du trait, la précision du bord. Où commençaient les corps? Où s'arrêtait-il? Telle était la question qui tenait ce jeune sujet. Il s'était passé quelque chose de nouveau pour elle dès lors qu'elle avait fait ce déplacement consistant à céder un bout de jouissance contenu dans les sacs en plastique pour investir les pinceaux et la peinture. Pendant qu'elle peignait, elle avait un geste, ce geste consistant à tremper son pinceau dans le pot de peinture, et avant de l'appliquer sur la feuille, elle portait le pinceau à son nez pour le renifler. Dans ce travail, son bord s'étendait et occupait la surface des murs de sa chambre. Elle ne peignait pas n'importe quoi d'ailleurs, elle peignait des corps. C'était une avancée formidable, un pas de géant.
Le travail d'Émilie était rigoureux. Elle était obsédée par la question des limites du corps et de sa représentation. Elle nous interrogeait constamment et avec insistance sur les multiples dimensions du corps et sur son mouvement, la manière dont il occupait l'espace. Ainsi faisait-elle par exemple des efforts inouïs pour tenter de peindre la couleur de la peau. La couleur de la peau est un précis mélange de plusieurs couleurs. Elle demandait aussi « Pourquoi tu dis que c'est le capitaine Haddock là sur cette image-ci et que c'est aussi le capitaine Haddock sur cette image-là » Elle avait du mal à subjectiver l'histoire de Tintin et du capitaine Haddock. Elle ne pouvait pas concevoir que pour passer de la gravure A à la gravure B, il fallait construire un petit scénario qui nécessitait que le capitaine Haddock pivote d'un quart de tour. L'histoire de Tintin n'intéressait d'ailleurs pas. Ce qui l'intéressait, c'était le trait. Le trait qui sépare le corps de l'espace dans lequel il évolue. Elle demandait pourquoi le monsieur est plus grand que la maison. Elle nous indiquait ainsi qu'elle gardait une difficulté majeure à se représenter la profondeur, l'épaisseur, le volume du corps. Une intervenante consultait alors avec elle une encyclopédie d'histoire de l'art et lui montrait que les peintures des primitifs italiens, de lesquels les personnages les plus éminents, Dieu et les saints, avaient une taille plus grande que les autres personnages. Elle interrogeait aussi la symétrie des corps. Étrange affaire que la symétrie des corps. Et parvenait à les représenter en pliant en deux une feuille de papier, sur une feuille de papier, un demi-visage fraîchement peint à la gouache et obtenait une image d'une symétrie bizarre. Elle s'était alors mise à s'intéresser aux masques, pas supplémentaires qu'elle franchissait dans ses recherches sur l'enveloppe corporelle. Mais elle restait toujours insatisfaite et en difficulté. Elle s'appliquait, dans un effort constant, à vouloir obstinément tracer le trait parfait qui ferait le bord du corps. Et petit à petit, elle se perfectionnait. Un jour, un intervenant lui a proposé de s'inscrire dans une académie des beaux-arts pour lui permettre de trouver une réponse sur l'art de peindre la couleur de la peau. Plus tard, on lui proposera d'exposer ses peintures. Elle s'est alors aperçue qu'on voulait lui acheter ses réalisations. Elle s'est donc mise à marchander ses tableaux et construire ainsi une forme de lien social. Émilie est restée une dizaine d'années au Courtille. La peinture était sa solution à sa difficulté de nouer le corps, le langage et son image. Cela a nécessité pour elle une invention. Nous nous sommes prêtés à son invention. Nous l'avons respectée et nous l'avons soutenue. Nous sommes partis avec elle d'une page blanche. Rien n'était écrit à l'avance. Elle s'est mise à peindre, puis elle a quitté l'institution. À ma connaissance, elle poursuit toujours ce travail avec la même rigueur et continue d'exposer et de vendre ses œuvres. Cet enfant nous a enseigné sur la clinique du bord à partir du déplacement métonymique de l'objet anal vers la peinture. L'événement de corps, parce que c'est bien d'un événement de corps qu'il s'agit, consistant à céder l'excrément dans les cabinets, c'est ça la réponse à la question que je posais tout à l'heure. C'est accompagné d'une session de jouissance. Voilà le mot du problème. Elle a consenti à ça et a inauguré pour elle une ère nouvelle dans laquelle elle fait usage de ses pinceaux pour tracer avec rigueur le bord du trou laissé par la cession de l'objet. Nous parle là, outre de l'aliénation psychopathologique sur laquelle on va revenir dans l'instant, de l'aliénation en gérontologique à dimension universelle, l'aliénation dans le langage, qui fait que ça peut être de lecture. Et après cette question d'aliénation dans le langage, qui vous fait tous désirer peut-être en partie être là ce soir, va également dans un mouvement dialectique vers l'aliénation sociale. Et si j'évoque ce deuxième point, c'est, puisqu'on a parlé de la première triade réelle, symbolique, imaginaire, on pourra en ajouter une autre qui est familière pour les personnes qui fréquentent le monde de la psychothérapie institutionnelle, à savoir la question de l'articulation
entre statut, rôle et fonction, et où la place de la hiérarchie est forcément discutée si ce n'est discutable. Donc, aliénation sociale, légitime, je crois. Je pense que Christophe vous a exposé pas mal de points là-dessus. Peut-être, pour commencer, c'est un embarras pour moi alors qu'il faudrait de trouver des mots pour rendre hommage à Jean Aubry. Un embarras, je pense pour moi, mais aussi pour beaucoup de gens à la borde. Ces derniers temps, on a vu plusieurs sociétés scientifiques nous demander d'écrire ou de venir parler pour lui rendre hommage. Et beaucoup de personnes se sont déjà prêtées à l'exercice et le font assez, vu de l'extérieur, comme ça, assez facilement. Alors, bon, sans entrer dans le détail, je pense que c'est difficile pour nous à la borde parce qu'on a jusqu'au bout de sa vie, et Jean Aubry jusqu'au mois de mai, on était dans un lien de travail très fort avec lui. Il était âgé, mais il dirigeait la clinique et il tenait quelque chose qui laissait personne indifférent à la borde. Et ça depuis 60 ans. Il faisait ça. Et donc, moi je me dis, bien sûr, j'aimerais, dans ce que je vais vous dire, lui rendre hommage, mais j'espère qu'au travers de la façon dont je vais parler un petit peu de ce travail, ce sera un hommage, sans parler de la personne en tant que telle. Voilà. Alors, pour démarrer, je me suis dit qu'une façon un petit peu de prendre les choses, dans la continuité de ce qui a été dit ce matin, on a été comme ça invités à voyager un petit peu dans l'histoire de la psychiatrie et de la nosographie. On est passé par Kraepelin, la démence précoce, puis les schizophrénies, Bleuler, puis on arrive au DSM-4. Et on peut dire, au DSM-5 maintenant, et on peut dire, je disais, enfin bien sûr c'est très intéressant de voir comment ça évolue, mais on peut dire aussi, pour prendre les choses par un autre chemin, que finalement tous les soignants, ou même tous les travailleurs de la psychiatrie, qu'ils soient soignants, ASH, tous les gens qui sont là, ils ont quand même, à minima, une nosographie dans la tête. Une nosographie qui parfois est bien loin de schizophrénie, etc. Par exemple, la première nosographie qu'ils ont dans la tête, c'est quand ils croisent un patient, directement il y a quelque chose, celui-là je l'aime bien ou je l'aime pas. C'est le premier petit diagnostic. Je le sens, je le sens pas. C'est un élément évident. Il y a une espèce de, dans l'instant de voir, j'aime bien, j'aime pas, je le sens, je le sens pas. Et ça, on pourrait dire, c'est rien du tout, on va attendre d'avoir un vrai diagnostic, mais ça va jouer beaucoup, ce tout début, de dire on le sent ou on le sent pas. On peut dire même que peut-être davantage que le diagnostic qui sera donné à ce patient, ce premier moment de rencontre va conditionner le parcours. Ça veut dire que si ça accroche, avec un peu de chance, son séjour dans l'institution, dans le service, va apporter quelque chose, va permettre à ce patient d'évoluer. Si par contre ça n'accroche pas, ce sera peut-être plus difficile, surtout si on ne travaille pas ça et que la réputation se prolonge un peu et que ça devient le patient qui emmerde, simplement. Et donc il y a une espèce on pourrait dire, de grille de lecture qu'on a tous et qui est qu'on travaille peu finalement. Parce qu'on dit, quand on travaille les grandes nosographies pour essayer de bien cibler, est-ce que c'est une schizophrénie, est-ce que c'est schizoïde, est-ce que c'est... On fait un peu l'économie, on pourrait dire quelque chose qui serait du contre-transfert. Chacun des travailleurs ressent quelque chose dans sa rencontre. Et on peut dire qu'à ne pas en tenir compte de ce que les gens ressentent dans ce travail, est-ce que ça a de l'effet de ne pas en tenir compte? Ou est-ce que c'est sans effet? Il ne faut pas s'en préoccuper. L'a priori que je soutiens derrière Jean Aubry, c'est que c'est fondamental cette dimension-là. Ça veut dire, selon la façon dont les gens vont être disponibles pour rencontrer les malades, eh bien ça peut tout changer. Mais disponible, ça veut dire c'est une disponibilité qui n'est pas feinte.
Ça ne veut pas dire qu'il faut un sourire d'hôtesse d'accueil, c'est quelque chose de vrai. Les schizophrènes en particulier, c'est ça qu'ils perçoivent. C'est-à-dire, dans le personnel qui est là, ils sentent qui est là, qui a le désir d'être là, qui a la liberté d'être là. Le personnel qui est là, pour dire, mais qui en fait dans sa tête est resté à la maison, enfin, il est dans autre chose, le schizophrène, il n'y va pas. Il y a quelque chose qu'il perçoit tout de suite. Et ça, c'est très indépendant du diplôme. Hein. Il faut pas, c'est parce qu'on est psychiatre, on est davantage là que parce qu'on est soignant, ça ne change rien. Ça. Cette qualité de présence à laquelle les schizophrènes ont des antennes, ils repèrent, cette qualité-là n'a rien à voir avec le diplôme. Alors on pourrait dire comment on se débrouille collectivement pour ne pas écraser cette qualité des soignants, pour en tenir compte, en se disant que, par exemple, cette fonction soignante possible des différentes personnes qui sont là, elle est partagée. Ce n'est pas l'apanage de, je sais pas moi, des types psychothérapeutes. Il y a quelque chose qui est partagé, la possibilité de rencontrer. Rencontrer, ça ne veut pas dire spécialement en connaître beaucoup sur la vie du patient et parler beaucoup. Rencontrer, c'est parfois un sourire. Un sourire. On sait, par exemple, que pour des gens un peu parano, un sourire le matin, ça peut changer la journée et éviter la chemise au bonsoir. C'est évident. Un sourire. Alors, comment on tient compte de ça dans l'organisation du travail? Qu'un sourire peut changer pas mal de choses. C'est une... Alors, par je me lançais un peu la balance dans la hiérarchie. Parce que c'est évident que la hiérarchie, au sens classique du chef, sous-chef, sous-chef, en bas de la pyramide, il y a les malades, c'est une évidence. Ça veut dire que au plus la pression, la domination est mise sur le personnel, au plus le personnel dominera les malades. Enfin, c'est une logique banale. Et en plus, les liens hiérarchiques, on peut dire, qu'est-ce que ça vient éventuellement nous mettre en difficulté? À mon sens, puisqu'on parle d'imaginaire aujourd'hui, la hiérarchie, ça excite l'imaginaire. Mon supérieur sait mieux que moi. Est-ce que j'ai l'approbation de mon supérieur dans ce que je fais? Est-ce qu'il sera content? On peut provoquer le supérieur, on peut le séduire, il y a tout un jeu autour de est-ce que j'ai droit à la parole? Est-ce que je peux tranquillement me taire puisque c'est mon supérieur? Donc la hiérarchie, au sens de la pyramide, ça excite l'imaginaire, tout ce qu'on veut. Et ça balaye autre chose qui était plus difficile à saisir. Je prends un petit chemin d'idée, c'est de dire, par exemple, moi ce qui me frappe, c'est que quand, on n'a pas trop parlé ce matin, mais quand on essaie de comprendre un petit peu, de dire, mais c'est quoi la schizophrénie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? On peut dire que si les schizophrènes, dont on essaie de comprendre ce qui se passe, sont toute la journée en chambre d'isolement, qu'est-ce qui apparaît comme symptôme? Est-ce que c'est un symptôme lié à la schizophrénie ou c'est un symptôme lié au fait d'être attaché aux amis? C'est comme une question. C'est évident que ça biaise un petit peu la perception clinique qu'on peut avoir. Les personnes amenées, menottées en service, attachées dans les lits, il y a une symptomatologie qui est en lien avec ce qu'ils vivent. C'est pas schizophrène ou pas d'ailleurs. On ne peut pas faire l'économie de penser qu'il y a, à ce moment-là, dans l'agitation, même dans le délire, réaction aux conditions de vie. Et donc on peut dire que s'il n'y a pas un certain travail d'équipe, on recueille de la schizophrénie des symptômes qui sont souvent un peu réactionnels à ce qui se passe, à l'ambiance. On voit ça, par exemple, c'est facile de dire que quand une équipe va bien, en général, les malades dont ils s'occupent vont mieux. Quand une équipe va mal, en général, les malades dont ils s'occupent vont moins bien. Et donc, on peut dire que bien souvent, ce qui est perçu comme, à l'évidence, c'est la schizophrénie, s'il est taiseux, c'est du négativisme, s'il est agité, s'il est violent, c'est la schizophrénie. Il faudrait voir de plus près si dans d'autres circonstances de vie, tous ces symptômes ne disparaissent pas tout seuls, sans même changer de traitement, tout simplement comme ça. Parce qu'il n'y a plus de nécessité
Et donc on pourrait dire, c'est un petit peu ce que disait un autre grand monsieur de la psychothérapie institutionnelle, Tosquelles. Il disait, pour faire par exemple la chirurgie, l'obstétrique, il a fallu des découvertes pour pouvoir comprendre un petit peu pourquoi il y avait des complications chirurgicales. Et une des découvertes principales, c'est la sepsie. C'est-à-dire qu'il faut un champ opératoire sans microbes. Sinon, les complications ne sont pas liées au geste opératoire. Et donc, on pourrait dire qu'il y a un parallèle en psychiatrie, c'est qu'il faudrait une asepsie minimum pour y comprendre quelque chose. Sans quoi on est toujours biaisé par des choses réactionnelles à l'ambiance, ce qui se passe. Ça permet de faire une autre distinction utile quand même. On sait bien que la schizophrénie, c'est une maladie chronique, comme ça. Mais ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle la sédimentation. Ça veut dire le processus schizophrénique, il est chronique. On se soigne des schizophrènes longtemps, pendant des années. Mais on voit parfois parmi les schizophrènes qu'on soigne, certains qui se sédimentent, qui s'éteignent, qui disparaissent. Donc on ne voit plus dans les réunions, dans les familles, ils sont disparus du travail. Ça, c'est pas la schizophrénie, en fait, on pourrait dire. C'est une sorte de sédimentation qui est liée aussi à un défaut institutionnel de prise en compte de quelque chose. C'est une distinction qui est utile, parce que parfois on dit oui, mais les chroniques, le pavillon des chroniques, il faudrait voir ce qui s'y passe dans le pavillon des chroniques, si c'est dans quel registre on est. Et si une fois qu'on a catalogué quelqu'un de chronique, si c'est pas une façon finalement d'arrêter de travailler avec lui, c'est chronique. Alors que le travail se continue, se poursuit. Donc ça c'est des petites balises, comme ça, on parle des chroniques, mais on pourrait parler en amont de l'accueil. On peut dire, j'imagine que vous avez aussi rencontré plein de malades schizophrènes qui ont assez vite, avant 30 ans, horreur de la psychiatrie. Ils disent, j'en veux pas de la psychiatrie, j'en veux pas. Et souvent, je ne vais pas que ça me fait, j'y suis toute la journée dans la psychiatrie, ouais, vous n'êtes pas du même côté de la barrière, mais je dis, ouais, mais je suis quand même. Et je ne veux pas parce que l'accueil qui leur a été réservé dans le début de leur maladie a été pour beaucoup incroyablement douloureux par les dispositifs, par la façon dont les familles se sont débrouillées. Mais il y a souvent quelque chose qui est... Alors on peut mettre ça sur le compte de la schizophrénie, qui est difficile à accueillir, mais on peut aussi quand même prendre la question de l'autre côté, de dire qu'est-ce qu'on met en place pour accueillir. Accueillir, ça n'a rien à voir avec l'admission. L'admission, c'est une formalité administrative, on l'a fait. C'est pas l'accueil. C'est pas du tout du même ordre, l'admission et l'accueil. On peut dire l'accueil, c'est un processus qui peut parfois s'étendre sur des mois et des mois. Il faut être un peu persévérant, on continue d'accueillir un tel. Il n'est pas encore vraiment là, on n'a pas réussi à l'accueillir, il faut continuer de l'accueillir. Et vous voyez, cette dimension d'accueil, c'est évident, c'est une dimension collective. Ce n'est pas une personne qui accueille un malade, c'est un groupe de soignants qui accueille un malade. Et quand on l'accueille, c'est aussi à ce moment-là, finalement, dans la mesure où quelque chose de ce processus réussit, d'accueil, en fait, le malade va assez spontanément parler de ce qui est l'essence de sa maladie, ce qui est vraiment sa schizophrénie. Et pas en mettre plein la figure pour dire je casse tout, je sais pas quoi. Mais sans accueil, inutile d'espérer. Par exemple, tout à l'heure dans la présentation, il y avait cette distinction, on disait quel est le lien entre un symptôme signifiant et un phénomène signifié. J'ai lu ça sur le... Mais on peut dire vraiment que ça nécessite une façon de faire pour en entendre quelque chose du symptôme signifié à l'arrière-plan. Sans quoi on est toujours pris. Donc ça nécessite, on peut dire, je ne sais pas le mot dispositif, c'est pas juste, mais ça nécessite un travail, on pourrait dire d'analyse de ce qu'on fout là,
dans ce travail tous les jours? Qu'est-ce qu'on vient y faire? Par exemple, une question qui serait certainement difficile, si on posait la question à chacun des gens qui travaillent en psychiatrie, mais c'est quoi le soin aux personnes psychotiques? C'est quoi le soin? C'est les médocs, c'est les piqûres? C'est quoi? C'est difficile. C'est quoi votre travail, infirmier? Qu'est-ce que c'est précisément? Jean-Louis disait les qualités d'un infirmier, c'est de la veillance, veiller sur l'autre, et la disponibilité. Et c'est vrai ça qu'il faut, veiller et être disponible. Mais ça ne va pas de soi. C'est d'ailleurs vraisemblablement une sorte de complexe que traîne un peu la psychiatrie, en disant toujours on aimerait pouvoir dire c'est ça le soin, et une fois qu'on l'a fait, telle une opération, on peut évaluer la guérison. On voyait bien tout à l'heure ce matin comme il y a une espèce de retour, de dire les psychiatres du XIXe siècle espéraient trouver une cause organique aux symptômes qu'ils repéraient. Aujourd'hui, on espère trouver une cause génétique. Mais avec ce point d'interrogation qui ne marche pas tellement bien finalement. C'est magnifique, mais ça reste de dire est-ce que finalement il n'y a peut-être pas de possibilité de voir une différence génétique. Et donc il y a un vrai travail, une vraie difficulté pour les psychiatres à construire des concepts et un champ logique de la psychiatrie sur un autre modèle que celui de la médecine anatomo-pathologique, de la médecine habituelle. Il y a une nécessité d'avoir d'autres outils pour penser ce qu'on fait, pour dans ce même ordre d'idées, un petit peu par exemple, actuellement, on demande beaucoup d'évaluer les résultats, évaluer le travail, est-ce que vous avez des résultats? Et j'ai été écouté là des collègues qui présentaient une grille d'évaluation des psychoses il y a 26 items, et chaque item est coté 0 si c'est absent, 1 si c'est moyen, et 2 si c'est très présent. Et donc, dans ces 26 items, je crois les 7 ou 8 premiers, c'était la destructivité chez le psychotique. Avec la destructivité, c'était un peu psychanalytique, cette destructivité de l'objet d'étayage, l'entourage, le soignant, destructivité de soi-même, de ne pas prendre soin de soi, s'intoxiquer, destructivité, etc. Et moi, je me disais un petit peu, mais est-ce que votre grille permet de distinguer si cette destructivité, elle est intrinsèque à la schizophrénie, ou si elle est réactionnelle à l'ambiance? Parce que parfois, on casse l'appartement dans des circonstances particulières. Il n'y a pas trop de réponse à ça. Et pourtant, il me semble que c'est nécessaire pour essayer de... En fait, ce qui est nécessaire pour travailler dans ce champ-là, c'est d'avoir une vraie métapsychologie. Ça veut dire des outils qui permettent de distinguer ce qui se passe, où on en est, de quel ordre. Et dans cet outillage, il y a une nécessité de prendre en compte, pas les gens que nous sommes, mais ce qui se joue collectivement. C'est pas possible de... On disait même, par exemple, qu'à Séoul, dans un hôpital psychiatrique, il était interdit de parler aux malades qui recevaient des neuroleptiques, parce que ces malades étaient dans des études pour évaluer l'efficacité des neuroleptiques, et si on parlait, ça allait évidemment... Ça fausse l'étude. Si on parlait bien, tel il a devenu guéri, si on parlait mal, on avait l'efficacité pure des médicaments. Donc il ne faut pas parler. On voit bien quand même que c'est repris. Alors, je veux dire des petits mots, par exemple, dire ce qui semble... il y avait quand même aussi un courant, à un moment donné, qui disait que dans la psychose, il n'y avait pas de transfert. Que ce n'est pas de cet ordre-là. Et alors on peut dire, mais non, bien sûr qu'il y a du
il n'y a que ça tout le temps. Mais après, il faut un peu se justifier et montrer comment ça fonctionne. Et on peut dire, par exemple, on voit bien comme pour les patients, par exemple, ce qui compte, on ne peut pas faire une comparaison, le transfert, en analysant avec son analyste, on ne peut pas faire la comparaison tip-top comme ça. On voit bien qu'un patient schizophrène, quand il fréquente un lieu de soins, si ce lieu l'accueille, il va mettre en scène, mais justement avec une très grande difficulté, comme des tout petits bouts de scène, différentes dimensions de lui-même avec différentes personnes qui sont là. Et que la façon dont une équipe, par exemple, parle d'un patient, si cette équipe a la liberté de parler, et qu'elle n'est pas trop compactée dans une idée unique qu'on fait corps, eh bien chacun va avoir une perception très différente du patient. Très différente. Du fait de lui-même, on peut dire aussi du fait que le patient met en scène, transfère quelque chose de très différent, une dimension très différente de lui-même, selon les intervenants qui comptent pour lui, finalement. Et c'est très fin, cette dimension-là. Ce transfert-là n'est pas spécialement lié, n'est pas spécialement, comment dire, un accrochage massif sur quelqu'un. Parfois, ça relève davantage de ce qu'on pourrait appeler une sorte de connivence. On se fréquente, on est là, on n'est pas tellement obligé de faire grand-chose ensemble, mais on tient compte l'un de l'autre. Et un malade, souvent, il sait qu'il y a quelques personnes qui tiennent compte de lui. Et ça fait un maillage, qu'on pourrait dire transférentiel, autour de lui, et qui lui permet au malade, alors curieusement, de reconstruire quelque chose de lui-même. Quelque chose se rassemble de lui, puisque la schizophrénie, c'est quand même essentiellement un processus dissociatif spalpune. On peut dire le malade, dans cette rencontre diversifiée avec différentes personnes, recentre quelque chose de lui-même et éventuellement rassemble suffisamment pour pouvoir se débrouiller ailleurs que dans le lieu de soins. Et donc, cette dimension de connivence, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir de la connivence entre les uns et les autres? C'est très fragile. Si, je sais que c'est compliqué, mais si on dit par exemple, ben non, le personnel est interchangeable, il manque un tel là-bas, vous y allez. Il manque un tel ici, allez-y. Ça ne tient aucun compte de l'éventuelle connivence des uns et des autres. Non, c'est rien du tout, ça. Donc on voit bien qu'il faut pouvoir quand même tenir compte d'un minimum de ce qui se noue. Jean-Louis disait toujours, par exemple, il disait, comment on peut défendre ça pour l'accréditation? Le travail est invisible. Il est invisible, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez coder sur vos échelles un sourire, la connivence, vous allez mettre où dans vos échelles d'évaluation? D'ailleurs, ça ne les intéresse pas, les accréditeurs. Ils viennent, ils voient ils cochent oui, non à tout son item. Est-ce que vous faites ceci, est-ce que vous faites cela, oui, non. Mais, et vos astuces locales pour travailler, c'est une espèce d'intérêt pour la HAS. Et pourtant, c'est certainement les trouvailles locales qui permettent de soigner. Ce n'est pas d'appliquer les recommandations qui soit quelqu'un qui est une trouvaille. On pourrait dire que la psychothérapie institutionnelle, un peu comme la psychanalyse, mais pour celui qui travaille, il s'agit de l'inventer un petit peu, de la reprendre, d'inventer quelque chose à sa main. On n'applique pas une recette. Il faut aussi ça se construit dans le. Ça se construit, on va dire, dans l'expérience, finalement. On avance comme ça. Alors, je conclue sur, en vous félicitant d'être assez si tard déjà, de m'avoir donné la parole en dernier, que je conclue sur un tout petit truc, mais aussi qui est important pour distinguer les choses. On peut dire que quand on accueille un malade, psychotique ou pas d'ailleurs, moi j'aime distinguer des niveaux pour essayer qui fonctionnent vraiment pour tout le monde, mais dire il y a un premier niveau d'accueil qu'on pourrait appeler l'assentiment. L'assentiment, c'est inconditionnel. Ça veut dire, c'est un accueil inconditionnel de l'autre. Vous êtes là, vous êtes accueilli.
Ça a à voir, on pourrait dire, avec quelque chose qui est nécessaire au bébé. Il faut que son entourage ait un accueil inconditionnel, de lui, comme ça, ou d'elle. Mais il faut inconditionnel, un sentiment de base. Après, il y a la question on pourrait dire, de l'approbation. C'est un tout autre niveau, alors ça c'est pour les bébés, c'est une question d'éducation, fais ci, fais ça. Mais l'approbation, ça va jouer, on voit bien que par exemple, un nouveau collègue, quand il arrive, est-ce qu'il y a un assentiment pour son arrivée dans l'équipe? Et puis, est-ce qu'il y a une approbation? Parce que l'approbation, ça peut être aussi une désapprobation, c'est parfois nécessaire, ou même un malade, des approbations. Mais c'est à l'autre niveau, approbation, désapprobation. Et puis un troisième niveau qu'on peut appeler la reconnaissance. Et la reconnaissance, bien souvent, par exemple, on entend les soignants dire on n'est pas reconnu. On ne reconnaît pas notre travail, on n'est pas reconnu. Et on pourrait dire que la reconnaissance, c'est un processus encore plus complexe qu'un sentiment d'approbation, puisque la reconnaissance, elle vient peut-être pas tant de l'autre dont on espère être reconnu, que d'une reconnaissance qu'on trouve en soi-même, indépendante de l'autre. Cette reconnaissance, elle advient. Et pour les malades, pareil, il y a cette possibilité qu'une reconnaissance advienne éventuellement. Donc je dis, pour ma conclusion, c'est que la façon dont on accueille les malades, par exemple, c'est aussi en lien avec la façon dont soi-même on a été accueilli dans une équipe soignante. C'est très compliqué d'être accueillant si on n'a pas été accueilli. C'est banal. Voilà.